C'est ça, parce que du coup, moi, si je peux me permettre, je vois beaucoup de personnes des fois, parce que il me semble que quand on crée une entreprise, la première année, on a beaucoup de charges, on a moins de charges fiscales, etc. Il y a beaucoup de charges qu'on peut éviter. Et il y en a qui s'amusent justement à tous les 1 an, bah, ils clôturent, ils recommencent. Et je trouve que c'est un peu ridicule, parce qu'au bout d'un moment, il faut se poser la question, pourquoi je fais mon activité? Est-ce que je fais mon activité parce qu'entre guillemets, je veux juste gagner mon argent et voilà, ou tout simplement essayer d'éviter? Ou j'essaie de faire une activité pérenne qui va aussi peut-être me Ouais, permettre de créer de la valeur et de la richesse sur le long terme. ouais, Et c'est là que beaucoup de personnes bah, se, se prend ouais. les pieds, on va dire, Ouais, dans le tapis, ouais. voilà, Mmh. exactement, ils se retrouvent complètement à la rue. Parce qu'entre guillemets, il faut avoir une vision. Quand on fait une entreprise, que ce soit au niveau de l'immobilier, il faut vraiment avoir une vision, il faut savoir vraiment ce qu'on fait Exactement, pour pouvoir, entre guillemets, ne pas avoir peur de payer des charges. Parce c'est qu'in ça. fine, quand tu payes des impôts, parce qu'il y en a même qui, des fois, ils font en sorte de ne pas augmenter leurs revenus pour ne pas payer Ouais, les impôts. Mais à un moment donné, enfin, si tu payes des impôts, c'est que t'es plutôt pas mal. bien sûr. Parce qu'enfin, en France, quand même, on va pas prélever si tu ne gagnes rien. Donc ça, c'est bien. Et j'ai aussi une autre question, parce qu'il y a énormément de personnes qui disent, non, mais est-ce que c'est rentable de payer un expert comptable au début? Sachant que, j'ai oublié de mentionner, vous avez un devoir de conseil. Mmh. Souvent, vous conseillez, même des fois gratuitement, sous conseil. Je sais pas comment ça se passe exactement, mais il y en a qui, enfin, tu pourras expliquer les Ouais, modalités. Vous avez un devoir de conseil, gratuit ou non, mais qui n'est pas forcément mirobolant en termes de montant. Et des fois, ça enlève vraiment des grosses épines du pied. Donc j'aimerais que tu puisses un peu m'expliquer comment ça se passe. Et est-ce que vraiment on peut se passer d'expert comptable? À mon sens, non. Parce que je mmh, me souviens que quand on a eu en offre par rapport à la création de l'entreprise, il y a beaucoup de choses, entre guillemets, où je me suis dit, ah ouais, entre guillemets, heureusement que tu es là, parce que j'allais faire n'importe quoi. Bah justement, j'allais faire du bricolage. J'allais faire du mmh, bricolage de A jusqu'à Z. Et je me rends compte qu'au bout d'un moment, quand on parle d'argent, on parle d'entreprise, on parle d'emploi. Il faut être sérieux dans la démarche, sinon c'est ça ça. sert à rien, Ouais, à mon sens, de le faire. ouais. Mais j'ai envie de dire, effectivement, se faire accompagner dès le départ, c'est poser les bonnes bases, en fait, pour démarrer, tout simplement. Si vous faites quelque chose de bancal dès le départ, vous allez payer forcément à un moment ou à un autre. Peut-être pas tout de suite, parce que vous ne le savez pas, et parce que les impôts, l'URSSAF, vous ne tombent dessus qu'un an après. Mais voilà, dès qu'il y aura le moins de petits soucis, c'est là où vous allez payer et vous risquez gros, en fait. Donc j'ai envie de dire que oui, se faire accompagner dès le départ, ça permet d'avoir une vision à long terme, en fait, tout simplement. Alors on en a parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qu'on apprend sur Internet, qu'on lit sur Internet, mais justement, il y a beaucoup de choses, en fait. Mm. Et à quel moment vous faites le tri sur ce qui est plus adapté pour vous? Parce que finalement, ce que vous aurez lu sur Internet, ça va vous allez savoir plein de choses, mais est-ce que ce plein de choses va vous servir tout le temps, en fait? Mhm. Est-ce que c'est pas vous polluer l'esprit et le mental pour rien, finalement? Est-ce que c'est pas plus simple d'avoir une feuille de route, de savoir directement où vous allez, de voir les risques que vous encourez par rapport à ce que vous souhaitez faire, les impacts, les inconvénients, mais aussi les avantages par rapport à ce que vous avez choisi? Et cette feuille de route, j'ai envie de dire, il n'y a qu'un professionnel qui pourra le définir avec vous dès le départ. Sinon, vous partez avec un flou en disant oui, regarder sur Internet, c'est juste se rassurer et de se dire ok, je crée, je sais des choses. Mais est-ce que ce que je sais me sert vraiment? Il vaut mieux savoir ce qui nous sert directement. Ça sert à rien de savoir plein de choses. D'accord? N'oubliez pas un expert comptable, c'est quand même professionnel. Ce qu'on oublie souvent, parce que moi je le vois très bien hein, sur pas mal de choses, hein, l'expert comptable n'est pas très très bien vu. D'accord? Oui, exactement. Voilà. L'expert comptable, c'est quand même quelqu'un qui a fait 8 ans d'études. Hein. Ah oui, moi je voulais Voilà. faire expert comptable, Voilà. C'est quand mais même quelqu'un de. Ouais. j'ai vu les 8 ans et Ouais. j'ai dit, bon, c'est mieux que je me rende finance de marché. On l'oublie souvent parce qu'effectivement, j'entends voilà, plein de commentaires qui peuvent être négatifs sur des confrères ou sur la profession en général, parce que les gens n'ont pas la bonne connaissance en fait de ce que fait un expert comptable. On attend un expert comptable qui fasse tout. Mais dans ce cas, il faut que les honoraires suivent en fait. Vous ne pouvez pas demander à un expert comptable que vous payez 100 euros, tout et n'importe quoi. Après, il y a des experts comptables qui sont professionnels dans un domaine, enfin expertisés ou spécialisés dans un domaine et pas dans un autre, tout simplement. C'est comme un médecin, enfin je veux dire, quand vous avez un problème de cœur, vous n'allez peut-être pas voir un généraliste, vous allez voir un cardiologue. C'est la même chose en fait. La formation, elle peut être généraliste au départ. Donc je le rappelle, c'est quand même 8 ans d'études. Mhm. Un médecin, on va l'appeler docteur. Un avocat, on va l'appeler maître. Un expert comptable, il aura fait 8 ans d'études, on l'appelle ni docteur ni maître. C'est dommage d'ailleurs. Mais C'est voilà, c'est quand dommage. même 8 ans d'études. Voilà, donc c'est loin d'être quelqu'un de stupide. D'accord. Donc il peut effectivement ne pas savoir des choses sur le sujet en question, mais parce que les connaissances qu'on leur demande sont tellement vastes. On est censé tout connaître sur la fiscalité,
sur la comptabilité, bien entendu, mais le social, l'URSSAF, tout ça, en fait. Et c'est pas évident parce que, vous l'aurez vu, ce sont des métiers à part entière. Un avocat, il y a un avocat fiscaliste. Il ne fait que de la fiscalité. Un expert comptable, on lui demande de tout faire. Voilà. Donc, effectivement, et tout ça pour dire aussi que un expert comptable est aussi fiscaliste. D'accord ? On ne le dit pas forcément, mais on fait beaucoup d'heures de fiscalité et c'est 8 ans d'études, avec beaucoup d'heures de fiscalité. Donc, un expert comptable est forcément fiscaliste. On ne le revendique pas. On ne se dit pas avocat fiscaliste, expert comptable fiscaliste, mais ça sous-entend qu'on est fiscaliste. C'est nous qui établissons les déclarations de revenus. C'est nous qui établissons toutes les déclarations fiscales, les déclarations de TVA, tout. Donc, il est normal qu'on sache quand même la fiscalité. Voilà. Et voilà. Et donc, on est effectivement spécialisé également en fiscalité. Donc, c'est pas des choses qu'on peut apprendre comme ça, rapidement, en ayant lu 3 articles sur Internet. Vous voyez ? Moi, ça me fait sourire des fois quand j'entends... et c'est très bien que les gens se renseignent, c'est très bien que les gens connaissent des choses, mais vous ne pouvez pas tout connaître juste à partir d'Internet. Nous, on est... alors moi, en plus, je suis beaucoup de formations. Vous voyez, chaque année, j'investis énormément en formation, que ce soit au niveau de l'ordre, de formation technique. Parce que ça change souvent aussi. Ça change tout le temps. Et puis même, on n'a jamais fait le tour des connaissances, en fait. Vous voyez, sur une holding, on n'en connaît qu'une partie. Quand vous entendez ce que vous disent les gens, c'est 10% de ce que permet une holding. En fait, il y a tout un panel de ce que permet la holding. Vous voyez ? Donc tout ça, c'est des connaissances qu'on renforce à chaque fois, qu'on enrichit à chaque fois. Donc, il ne faut pas croire que vous pouvez tout savoir faire en une journée sur Internet. C'est un métier, c'est 8 ans d'études. Et comme un avocat a fait beaucoup d'années d'études pour avoir ces connaissances-là. Donc voilà, chacun son métier en fait. Moi, je me lancerai pas médecin parce que j'ai lu une journée de choses sur la médecine, sur comment opérer quelqu'un. C'est pas possible. C'est vrai que moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et le problème, c'est qu'on se retrouve en fait dans une société qui ont du mal à valoriser le savoir. Et in fine, je pense que moi, je pense que des fois, c'est l'un de mes défauts, c'est que je suis pressée de me faire accompagner parce que j'ai compris que ça m'a tellement coûté cher de ne pas me faire accompagner lors de mes débuts que j'ai compris qu'en fait, in fine, c'est mieux d'être accompagné et le savoir est une richesse. Et comme on peut pas tout savoir, je peux pas, je connais quelques petites notions, comme je dis, notions de fiscalité, mais commencer à me dire que je suis experte comptable, experte en fiscalité, non, pas du tout. Et donc, d'où pourquoi il y a un moment donné, et surtout quand on veut commencer à avoir des projets beaucoup plus ambitieux, si on veut pas se ramasser, parce que derrière, il y a aussi des moyens colossaux qui sont mis en place, comme des gros financements, etc. Les banques suivent. On peut pas se permettre, en fait, justement, d'avoir quelqu'un approximatif. Et justement, je voulais venir à cette question-là. Il y a 2 points que je voulais voir. On voit souvent maintenant, je te fais ta comptabilité en ligne pour 100 € par mois, 59 € par mois, etc. Ça, j'ai vu ça, parce que du coup, moi, on m'avait proposé, on m'a dit, mais pourquoi tu te prends la tête, etc. Mais j'ai regardé le truc, je trouvais que c'était vraiment pas, c'était pas du tailor-made, c'était pas du sur-mesure. Et aussi, quelle est la différence entre ce que tu l'as déjà mentionné, il y a 8 ans d'études pour l'expert comptable, il y a des comptables et des experts comptables. Moi, le peu de fois où je suis passée, c'est des comptables, j'ai été dessus, tout à mes débuts, parce que souvent on dit, voilà, ils s'y connaissent, mais il y a quand même une différence entre un comptable et un expert comptable, sans dénigrer la profession de comptable. Mais à un moment donné, quand on veut vraiment faire des choses beaucoup plus robuste et qu'on a vraiment besoin aussi d'un appui, de s'appuyer sur quelqu'un qui a des très bonnes connaissances en fiscalité, aussi en montage, qu'est-ce que je dois faire pour monter, etc. Je me souviens, on avait aussi parlé de la holding. Ça sera ma seconde question, je vais faire une autre question après celle-ci. Après que tu aies répondu, voilà, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? La comptabilité, expert comptable, le comptable et aussi tout ce qu'on voit, ta comptabilité pour 50 €, 100 € par mois. Oui, alors ça, effectivement, je le vois tous les jours. Et puis, effectivement, alors, ça va dans les deux sens. Moi, j'ai des clients qui partent, effectivement, pour ces budgets-là. Et puis, j'en ai plein d'autres que je récupère, justement, parce qu'ils sont allés chez ces... Voilà. Après, chacun fait en fonction de son budget, en fonction de ce qu'il veut. Par contre, il faut savoir ce qu'il a en échange. Voilà. C'est ça. Je pense qu'effectivement, quand on est entrepreneur, quand on est investisseur, on sait très bien que quand on paye pas cher, on a forcément des conséquences. Voilà. Un parquet que vous achetez pas cher, moi qui aime bien l'immobilier, un parquet que vous achetez pas cher, vous savez très bien que le parquet, il est moins beau, il est pas aussi résistant, il est pas de qualité. On peut pas tout avoir, c'est impossible. Ou alors qu'on m'explique la bonne solution. Moi, quand j'entends ça, je ne cherche même pas à m'aligner. Des fois, on me dit, effectivement, est-ce que tu peux t'aligner? Non, parce que ce que je ne fais n'est pas la même chose. On n'est pas sur la même gamme. Et j'ai pas envie. Et si effectivement, ce sont ce genre de clients qui recherchent à tout prix le moins cher,
C'est pas forcément les clients que je veux accompagner. Mhm. Moi, je veux accompagner, je veux qu'on travaille effectivement en confiance avec les clients. Les clients savent qu'avec moi, ils vont forcément gagner de l'argent. Je leur Mhm. ferai gagner de l'argent. Voilà. Je me forme beaucoup chaque année. J'investis énormément pour me former chaque année, pour vous faire gagner du temps, en fait. C'est-à-dire que je ne vais pas vous proposer une solution que vous aurez vue sur Internet, ou que tout le monde aura vu, ou que tout le monde aura lu. Bien entendu, il y aura ça. Mais je vais vous dire pourquoi elle sera intéressante pour vous, par rapport à votre configuration. Et si ça ne l'est pas, je vous dirai pourquoi elle n'est pas intéressante pour vous. Et par contre, j'aurai autre chose à vous proposer. Vous allez directement au but, de façon sécurisée. On est sur une profession qui est réglementée. D'accord? C'est qu'on ne fait pas n'importe quoi. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. Et on ne fera pas n'importe quoi. D'accord? Si on est rayé de l'ordre. Oui, On a ça subi des c'est. conséquences. Donc, il ne faut pas l'oublier. D'accord? Il ne faut pas l'oublier. Donc, vous payez aussi ça. Le fait que vous ayez affaire à un professionnel qui appartient à un ordre. Donc, ça, c'est important. Voilà. Ça veut dire qu'il y a ces gages de sérieux. Voilà. C'est-à-dire que c'est gage quand même d'une connaissance, d'un diplôme qui est reconnu. Donc, il y a aussi ça. Donc, après, voilà, les gens qui vont... alors, entre comptables et experts comptables, nous, on travaille avec des comptables. On n'a pas le choix parce qu'effectivement, on ne peut pas être présent partout. Oui. Les comptables nous aident. Ils font partie de l'équipe. Par contre, effectivement, les dossiers peuvent être vus par un expert comptable ou par quelqu'un de plus capé, donc un chef de mission, des choses comme ça. Et sur les problématiques, on demande d'avoir directement l'expert comptable. Parce que forcément, le comptable n'a pas fait les 8 ans d'études. Le comptable a fait 2 ans d'études, par exemple. Donc, c'est un comptable ou c'est un assistant comptable. Ou ça peut être un stagiaire, un alternant comptable. Donc, il n'aura pas forcément les connaissances, mais il est formé sous la responsabilité de l'expert comptable. Donc, après, si le comptable ou l'assistant comptable n'est pas en mesure de vous répondre, soit il le reconnaît et dit je vais demander à mon expert comptable, soit c'est l'expert comptable qui intervient directement pour vous répondre. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Mais on ne devrait pas effectivement se dire mon expert comptable il n'a pas su me répondre. Voilà. Il doit effectivement essayer, en tout cas pas forcément savoir vous répondre, parce qu'il y a des problématiques qui sont très complexes et pour lesquelles on n'a pas la réponse, parce que fiscalement, les textes, voilà, on a des problématiques qui sont particulières et les textes n'ont pas prévu. Mais l'expert comptable, en tout cas, peut vous proposer une interprétation ou une solution, en tout cas. Mais on ne peut pas vous laisser en plan. Et du coup, par rapport à toutes tes années d'expérience, as-tu une itinéraire fiscale, un témoignage à nous donner ou qui a clairement tué un projet, que ce soit en immobilier, promotion, etc. Quelqu'un qui a fait, clairement, qui s'est un peu, excuse-moi du terme, chié dessus, parce que, entre guillemets, il n'a pas fait la fiscalité comme il fallait. Une grosse erreur, un truc vraiment croustillant. Ouais, moi, typiquement, c'est justement cette femme qui est devenue mon amie, du coup, que j'avais rencontrée effectivement à un premier séminaire immobilier, et qui, du coup, voulait quitter son emploi, vraiment. Elle en avait marre de son emploi, elle était limite de burn-out. Donc, elle voulait quitter son emploi, donc créer du cash flow, donc des revenus, effectivement, plus grâce à l'immobilier, pour quitter son job. Sauf que, au lieu d'acheter, ce qui est le plus adapté, effectivement, quand on veut quitter son emploi, c'est quand même d'acheter un bien en nom propre. D'accord? Puisque l'argent, effectivement, vous l'avez directement dans votre poche. Vous ne payez pas d'impôt sur les sociétés, l'argent vous appartient directement parce que c'est en nom propre. Et je ne sais pas pourquoi, elle n'avait pas de bien en nom propre, elle a créé une société à l'IS, une SCI à l'IS. Donc c'est ce que je vous ai raconté, c'est que du coup, l'argent, en fait, elle ne pouvait pas le prendre. Parce qu'il fait payer 15% d'impôt sur les sociétés, quand on est en dessous de 42 500, donc 25% même au-dessus. Une fois que la société a payé son IS, on fait une distribution de dividendes. Donc déjà, il faut attendre un an et demi. Il faut déjà attendre effectivement qu'il y ait la première clôture et tout ça. Une fois qu'on a fait ça, il faut payer effectivement la flat tax. Donc c'est 30% de plus. Ouais. Voilà. L'argent ne vous appartient pas, le bien ne vous appartient pas. Vous voyez? Donc c'est pas la meilleure solution si vous voulez quitter votre job demain et avoir des revenus. Vous avez par exemple, je dis n'importe quoi, vous faites du Airbnb, vous générez 3 000 euros. Si vous faites en nom propre, en LMNP, vous l'avez plus ou moins directement, les 3 000. Je fais abstraction des impôts, d'accord? Quand vous êtes en société, vous avez fait ces mêmes 3 000 euros, vous avez 15% d'impôt sur les sociétés. Et après, vous récupérez avec la flat tax. Donc 30%. Parce que le bien ne vous appartient pas. Les revenus ne vous appartiennent pas. D'accord? Et pareil, vous revendez le bien, qu'est-ce qui se passe? Le bien, il appartient toujours à la société. C'est la SCI. Même si vous revendez, je dis n'importe quoi, vous revendez le bien 200 000 euros, 200 000 reste dans la caisse de la SCI. Pas dans votre caisse à vous propre. Voilà. Donc ça, c'était vraiment le meilleur exemple et l'exemple le plus flagrant. Et c'est ce qui m'a en plus déterminé, si vous voulez, à accompagner les gens. Parce que là, j'ai compris qu'il y avait un vrai besoin, en fait, d'accompagner les gens. Et c'est pas pour dire, non, mais on fait de l'argent dessous ou quoi que ce soit. Non. C'est que c'est vraiment un projet de vie que les gens ont. Et quand ils se plantent, c'est tout le projet de vie qui tombe à l'eau.
projet de vie, la famille, tout ce qu'il y a autour. Elle, son projet de vie, et c'est ça qui m'a beaucoup affectée, c'était de quitter son job le plus rapidement possible. Elle a fait un Voilà. burn-out et c'était... Donc, voilà. Donc elle s'attendait avec les revenus, donc elle avait calculé ses revenus, sauf qu'elle n'avait pas compris que IS, société, c'était pas son argent. Donc du coup, ce qu'elle n'avait pas maîtrisé, c'était tous les coûts effectivement qui sont liés au fait de sortir de l'argent de la société en fait. Donc du coup, quand on prévoit de gagner 3 000 euros, par exemple, remplacer un salaire, et qu'au final, on se retrouve qu'avec 1 000 euros, le projet est complètement différent. C'est-à-dire qu'il faut 3 projets identiques pour retrouver le cash flow de départ, en fait. Vous voyez ? Donc elle a dû revendre en plus, le projet s'est pas très bien passé, donc elle a dû revendre son bien et fermer sa SI. Et elle travaille toujours, elle a dû reprendre son job, là. Parce qu'elle n'avait pas d'autre solution, in fine, parce que soit elle n'avait pas été bien conseillée. Il faut comprendre qu'on engage beaucoup d'argent et en fait, on ne peut pas se permettre, parce que tu ne veux pas parler, enfin, je ne vais pas perdre peut-être 3 000 euros l'année ou je ne sais pas, 2 000 euros ou une consultation. Des fois, c'est juste une consultation avec un expert comptable qui ne va pas te coûter des millions. Tu clarifies des points, etc. Et finalement, tu passes avec... tu as beaucoup plus de clairvoyance. Bien sûr. Et le problème, c'est que des fois, les gens ne se rendent pas compte que à vouloir gagner gros, tu perds beaucoup. Ouais. Des fois, il ne faut pas être trop gourmand. Il faut comprendre qu'il y a des choses et des postes qui sont importants où il faudrait absolument, entre guillemets, avoir un accompagnement. La fiscalité, pour moi, c'est primordial. On parle d'argent. Là, on n'est plus dans des blagues. On parle d'argent sérieux. Donc, à un moment donné, il faut se faire accompagner. La team, vous devez vous faire accompagner. Et j'ai aussi une autre question par rapport à tout ça. Du coup, parce que là, tu m'as parlé de cette expérience qui était malheureusement un peu regrettable. Elle n'a pas su gagner beaucoup d'argent. Mais je suppose aussi que tu as eu dans ton expérience des gens qui sont venus te voir à la fin pour que tu fasses le pompier, parce qu'ils ont eu une lettre peut-être du fisc, peut-être pour un redressement fiscal, etc. Parce qu'ils n'ont pas bien fait les choses. Et souvent, ça arrive aux gens qui se disent moi, j'ai pas besoin d'un expert comptable. Je fais 100 000, 200 000, 300 000. Je fais ma petite comptabilité toute seule, tout seul ou tout seul. J'ai ma femme, elle a fait... elle était en terminale, elle a fait un bac STMG, elle a fait un peu de compta, et c'est bon, l'affaire va être réglée, pas forcément dans l'immobilier, mais dans tout secteur d'activité, et in fine, il se retrouve avec un courrier qui te donne des sueurs froides. Donc, est-ce que tu as un exemple à nous donner, ça, un ou deux, pour un peu nous dire en fait quel était le motif, qu'est-ce qui s'est passé, et qu'est-ce que vous avez mis en place, justement, pour que les gens comprennent vraiment l'importance de se faire accompagner, mais aussi surtout de connaître tous les paramètres. On ne fait pas n'importe quoi. On ne peut pas s'inventer expert comptable, etc. À un moment donné, soit on sait faire, soit on ne sait pas faire. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, effectivement, j'ai ce cas-là. J'ai des cas, effectivement, où des gens, effectivement, ont fait leur compta tout seuls. Et après, parce qu'ils ont besoin d'avoir un financement bancaire ou quoi que ce soit, se disent, bon, je vais peut-être professionnaliser les choses, je vais peut-être avoir un bilan quand même certifié par un expert comptable. Du coup, viennent me voir. Donc là, ce qui est navrant pour eux, c'est qu'on est obligé de tout reprendre. Soit on est obligé de tout reprendre pour sortir une compta propre, parce qu'à partir du moment où vous allez confier un expert comptable, on voit effectivement aussi ce qu'on récupère. Si on sait que c'est pas un professionnel avant qui a tenu la compta, on est obligé effectivement de tout revoir. En tout cas, moi, je ne certifierai pas des comptes que j'ai maintenant sur un historique que je ne suis pas en mesure de valider, et qu'en plus la personne me dit, en fait, moi j'ai fait ça en plus le week-end. Je suis artisan, mais j'ai fait ça en plus le week-end ou des choses comme ça. Chacun son métier. Moi, ça ne viendrait pas à l'idée d'aller opérer des gens le week-end parce que j'ai un peu de temps. Voilà. D'accord ? Donc, chacun son métier. Et j'ai envie de dire, je pense que le coût n'est pas conséquent par rapport au gain que vous allez avoir. Tout simplement. Je suis d'accord. Je confirme. Tout simplement. Vous perdez du temps à le faire. C'est de la charge mentale. C'est du stress mental. C'est des heures en moins. Même si c'est votre femme, c'est des heures que votre femme va passer le week-end à le faire. Avec en plus justement cette charge mentale sur je prie jusqu'au jour où ça me tombe dessus. D'accord ? Et puis après, vous êtes tout seul dans votre problème, enfin votre problématique. D'accord ? Que là, vous pouvez être assisté, vous pouvez être accompagné. On a les arguments professionnels. On peut expliquer des choses. Et puis ça veut dire aussi que vous payez des outils. Nous, on a nos outils qui envoient directement aux impôts. Enfin, moi, j'ai vite compris, c'est qu'en fait, quand tu es entrepreneur, je pense que ce qu'on apprend dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on ne peut pas tout faire. Voilà. Ce qu'on peut pas tout faire. Et c'est valable pour l'immobilier, parce que pour moi, l'immobilier investisseur, c'est aussi être entrepreneur, puisqu'on gère effectivement des partenaires, on gère un bilan, des choses comme ça. Donc c'est la même chose, c'est qu'on ne peut pas tout faire. Donc soit on choisit de le faire, c'est au détriment d'autres choses. Est-ce que votre zone de génie, c'est la comptabilité ? Non.
Laissez-le à ceux pour qui c'est la zone de génie ou leur spécialité. Et le temps que vous avez, enfin que vous passez effectivement à faire ça, vous allez le multiplier pour aller effectivement chercher des clients qui vont rentabiliser 3 fois les honoraires de votre expert comptable. Enfin, c'est comme ça que je le vois en fait. Moi, je suis partie du principe, en tout cas depuis que je suis entrepreneur, je peux pas faire le ménage chez moi, je peux pas faire plein de choses, et c'est ok. Je me repose au week-end et je prends quelqu'un pour le faire. Ça va me faire gagner du temps. Voilà, c'est le temps que je vais consacrer à autre chose, peut-être à faire mes facturations que je n'aurais pas eu le temps de faire en temps normal pour récupérer effectivement mes honoraires ou des choses comme ça. Vous voyez, ou c'est du temps qu'on peut passer à réfléchir à des nouveaux produits, à de nouvelles choses qu'on peut vendre. Vous voyez, donc c'est aussi ça. Donc pourquoi effectivement s'encombrer et essayer de gagner de l'argent sur ça? Gagner de l'argent sur ce que vous savez faire. Doubler, tripler votre valeur sur ce que vous savez faire. Plutôt d'essayer d'économiser une centaine d'euros d'honoraires comptables, que ce soit avec en plus une charge mentale et un risque fiscal. Mais in fine, est-ce que c'est vraiment de l'entrepreneuriat quand on est vraiment toujours derrière les centimes? Je peux dire, des fois, c'est un peu ridicule. Des fois, ce que certaines cherchent à gagner, sachant que quand on fait appel à un expert comptable, entre guillemets, c'est déductible. Tout à fait. C'est déductible de toute façon. Tout à fait. Donc c'est de l'impôt en moins à payer. Donc c'est de l'impôt Ouais. en moins, etc. Donc à un moment donné, il faut comprendre la démarche. Quand on est Ouais. investisseur, on investit sérieusement. On n'est pas là pour faire du bricolage, on n'est pas là pour faire de l'amusement. Il faut comprendre que si on veut faire quelque chose qui est solide sur la durée, il faut mettre tous les moyens en œuvre justement pour pouvoir tout simplement aller scaler. Et comme on l'a dit, à un moment donné, avoir des comptes certifiés par un expert comptable, ça te permet en fait de montrer une certaine assurance au Bien niveau sûr. des partenaires bancaires et derrière d'aller chercher des financements beaucoup plus intéressants Exactement. pour encore se faire du patrimoine, faire de l'achat-revente, etc. Parce qu'il faut dire la vérité, il y a des gros projets d'achat-revente où on te dit 1 million, mais en fait, à la fin, même si tu as fait beaucoup d'argent, vu que tu étais un peu en mode un peu sous-marin, tu faisais un peu les trucs pas comme il fallait, tu te retrouves où, même si la banque, elle peut te financer 1 million, elle va pas le faire parce qu'in fine, elle se dit, mais en fait, c'est quoi tes comptes? Enfin, tes bilans t'as pas de bilan, c'est pas clair, c'est pas certifié. Et à un moment donné, il faut comprendre qu'on peut réellement perdre des opportunités très intéressantes parce qu'in fine, on se dit, non, mais en fait, j'ai pas besoin d'avoir une fiscalité clean. Donc, je voudrais rajouter parmi mes dernières questions, ça c'est vraiment la dernière question, après, on passera vraiment au niveau conseil. Surtout, en ce moment, bon, on a entendu, il n'y a pas qu'en ce moment, on parle de la holding, mère, fille, etc. Le régime mère-fille, etc. On dit, voilà, c'est le banger, qu'il faut absolument mettre une holding. Et on voit des gens, des fois, que je trouve, à mon sens, personnellement, qui ne sont pas encore suffisamment matures et qui veulent commencer à rentrer dans des structures qui sont des fois très complexes et qui ne sont pas à leur niveau. Qu'est-ce que tu penses par rapport à la holding? À quel moment c'est intéressant de le faire? Et oui, et pourquoi? Alors c'est intéressant comme système je pense pour ce que vous savez déjà, effectivement, le régime mère-fille, le fait de remonter des dividendes, de faire circuler effectivement cet argent-là pour réinvestir à moindre coût, forcément, puisque quand vous le ressortez, vous êtes taxé à 30%. Là, effectivement, vous avez le régime mère-fille avec une exonération de 95% de ce que vous remontez. Et du coup, l'impôt est payé à 25% que sur les 5% de ce que vous remontez. Voilà. Donc ça, c'est indéniable, c'est intéressant. Maintenant, est-ce qu'effectivement, quel est le moment opportun pour le faire? C'est pas adapté à tout le monde. Ça peut coûter cher, effectivement, quand on démarre, tout simplement. Surtout si dans l'idée, on n'est pas sur une vision long terme et une vision, on va dire, quelqu'un qui veut vraiment créer tout un empire et un patrimoine. Voilà. Un exemple, j'ai par exemple un entrepreneur qui veut créer une entreprise. Si pour lui, son business, c'est qu'une entreprise, la holding ne sera pas forcément adaptée. Voilà. Il n'y a pas d'intérêt. Parce que finalement, la holding, c'est pour remonter du cash. Mais si le cash ne vient que d'une seule société, c'est effectivement alourdir la structuration pour pas grand-chose. Voilà. Par contre, si cet entrepreneur-là se dit, moi, je vais créer une SCI, je veux recréer ensuite une autre société, une autre activité, oui, là, c'est adapté de créer une holding. Je veux dire qu'une holding, ça peut être adapté à partir du moment où on a deux sociétés. On crée deux sociétés où on a cette vision, on va dire, à court terme ou dans un an, de créer une deuxième société. En tout cas, on sait qu'on va créer une deuxième société. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ça permet de remonter le cash sur les deux sociétés, en fait, aussi. D'accord? Et par exemple, de les injecter dans un autre projet via cette holding-là. D'accord? Parce que finalement, si vous remontez que le cash d'une société, bon, vous pouvez effectivement n'avoir qu'une seule société et injecter le cash de cette société vers une autre directement que vous avez créée. Vous voyez? Pas besoin de monter une holding. Donc ça peut être adapté à partir du moment où vous avez effectivement deux sociétés
où là, vous remontez le cash dans chacune des sociétés, vous faites du bénéfice dans chacune des sociétés. Donc, par exemple, il y a 40 000 euros dans l'une, 30 000 dans l'autre, vous remontez tout, bah, ça fait 90, il y a 40 et 30, 70 000. Puis vous l'injectez, je dis n'importe quoi, dans une SCI après, qui sera une fille, effectivement, de la holding. Donc là, ça peut être intéressant, vous voyez. Donc là, s'adapter. Voilà. Et effectivement, ce sera fiscalement, vous pourrez moins d'impôts à ce moment-là, plutôt que de sortir 40 000 d'un côté et 30 000 de l'autre, avec la flat tax de 30%. Ah oui, Oui. là, ça fait mal. Voilà. Donc là, c'est super. Mais si on n'a pas cette vision, par exemple, pas cette vision de créer du patrimoine, enfin, de créer un empire, entre guillemets, quand je dis empire, c'est voilà, quelqu'un qui dit, moi, je vais avoir plusieurs entreprises, je sais que je vais créer plusieurs business, voilà, qui a cette fin-là de créer plusieurs business. Si c'est juste une entreprise, il n'y a pas besoin de passer sur une holding. Ou alors, vous pouvez le faire après. Voilà. Il faut juste savoir que plus si vous la créez après, ça coûtera plus cher. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la holding, enfin, vous avez déjà créé votre entreprise, donc l'entreprise, les statuts ont été faits avec votre nom personnel, par exemple. Donc c'est vous qui possédez les parts de la société, vous allez créer une holding après. On sera obligé effectivement de recalculer, faire une valorisation des parts de votre société. Donc plus votre société pèse jour, et plus vous paierez des droits, des taxes. On sera obligé de remodifier les statuts. Voilà. Donc ça va coûter plus cher, tout simplement. Alors que si vous créez la holding dès le départ, vous avez créé la holding, vous créez ensuite vos sociétés, bah c'est la holding qui est directement actionnaire des nouvelles sociétés. Donc vous n'avez pas besoin, vous, en tant que personne physique, d'aller vendre vos parts à votre holding, en fait. Donc c'est pour ça. Ça coûte moins cher de le faire au début. C'est juste ça. Après, bien entendu, il y a des frais de création d'entreprise. Donc vous avez créé effectivement 2 sociétés, peut-être, à ce moment-là. La holding, qui ne va pas forcément être active tout de suite, mais vous serez quand même obligé de la créer. Mais c'est quelque chose que vous ne créez pas après. Parce que ça vous coûte forcément plus cher après, tout simplement. Parce que du coup, par rapport à ce qu'on a dit par rapport à la holding, il faut avoir en fait une vision. Parce que par rapport à tous les conseils, les tips que tu nous as donnés par rapport à la fiscalité, c'est que souvent, en fait, il y a aussi une partie de manque de vision. Oui. C'est-à-dire que beaucoup de personnes font des choses comme ça parce que voilà, j'ai vu sur Internet ou je pense comme ça, j'ai entendu par-ci, j'ai entendu par-là. Mais en fait, ce qu'il faudrait aussi, c'est se poser à un moment donné et dire qu'est-ce que je veux en fait. Qu'est-ce que je veux moi personnellement. Si tu connais ma vision, à un moment donné, je me suis dit, moi, je n'ai pas envie de faire d'investissement locatif, je vais faire de l'achat-revente parce que j'ai besoin de générer du cash. Tu as pris en compte ma situation professionnelle parce que du coup, tu m'as demandé, je me souviens, mais Noémie, qu'est-ce que tu veux? Tu veux verser un salaire? Tu veux quitter ton boulot? Qu'est-ce que tu veux faire? Et moi, j'ai dit, bah en fait, pas vraiment parce qu'in fine, bah, je travaille dans les fonds d'investissement, j'ai une certaine rémunération. Moi, pour le moment, je suis encore bien encore dans mon poste, j'aime bien ce que je fais. Et comme c'est une activité, entre guillemets, où je n'ai pas forcément besoin de piloter ça au quotidien, bah, c'est vraiment un side business. Et tu m'as donné les conseils. Et je pense que souvent, ce qui manque à beaucoup, c'est qu'ils n'ont pas de vision. Oui. Ils font les choses, ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire et tout. Donc, du coup, des fois, c'est un peu difficile aussi de mettre en place quelque chose. Donc, in fine, il faudrait qu'ils se posent et avoir un conseil. Et au début, je pense qu'il ne faut pas être avare de conseils et d'aller consulter en fait les bonnes personnes qui pourront tout simplement nous accompagner. Parce que, in fine, quand il y a les bonnes fondations, bah, ça évite, bah, comme on l'a cité tout à l'heure, bah, des redressements, Bien etc. sûr. De se retrouver dans des situations compliquées avec des courriers bah, qui font pas plaisir. Et aussi, comme tu l'as si bien dit, bah, des fermetures, des fois malheureusement, où on perd tout. Donc effectivement, oui, c'est très très important. Il me reste 2 points à voir avec toi. Ouais. J'aimerais juste savoir si tu avais peut-être un élément à rajouter par rapport à ce qu'on a discuté. Sinon, je passe à la prochaine question. Non, je pense que c'est bon. Donc, du coup, ma question c'est, si tu devais donner 3 conseils concrets par rapport aux investisseurs, l'achat-revente ou l'investissement locatif, ou même la location courte durée, qu'est-ce que ça serait tout simplement des conseils concrets que peut mettre en place un investisseur? Bien se poser sur le projet, d'accord? Donc on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, effectivement. Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous le voulez, d'accord? C'est-à-dire qu'est-ce que vous êtes prêt à payer comme taxation, comme régime fiscal, voilà. Donc pourquoi est-ce que vous faites effectivement du locatif? Est-ce que c'est du patrimonial ou est-ce que c'est pour générer du cash flow? Parce que forcément, le régime fiscal va en dépendre. Et aussi le fait d'acheter en nom propre ou en société va aussi en dépendre, d'accord? Donc ça, c'est important. Donc bien savoir ce qu'on veut. Donc ça nécessite de faire une pause et de se poser la question, de prendre une demi-journée et de réfléchir. Pourquoi je veux faire ça? Comment je vois ça? Comment je le vois dans 5 ans et dans 10 ans? Est-ce que je me vois me faire ça aussi après? Voilà. Pourquoi? Parce que ça permet justement de structurer votre business en fait et de structurer
enfin le véhicule, on va dire, fiscal et juridique en fait de votre business, tout simplement. C'est vrai que quand moi j'ai des entrepreneurs en ligne, voilà, ou des gens qui créent des entreprises, je leur pose souvent cette question. Et c'est pas du développement personnel ou du coaching, même si c'est certainement ma formation de coaching qui veut ça, mais parce que ça a des conséquences. Et moi, les conséquences, je les vois d'un point de vue fiscal et juridique, en fait, pour ces gens-là, tout simplement. Parce que c'est pas juste qu'est-ce que tu veux, c'est pas juste de la visualisation ou quoi que ce soit. Là, on est vraiment sur qu'est-ce que tu veux, parce que tes choix, effectivement, enfin, ce que tu veux va déterminer la structure juridique que je vais te proposer d'adopter ou va déterminer ta fiscalité. Voilà. Et les impacts de ce que tu vas choisir. C'est surtout ça qui est important. C'est le concret par rapport à ça. Donc, c'est important de se poser ces questions-là. Et puis, quelque chose qui est indéniable, qu'il faut vraiment faire, c'est poser les chiffres. Voilà. Oui, ça c'est important. Dans tous les business, il faut poser les chiffres. Et pas juste, je sais, j'ai en tête que... Non, poser les chiffres, vraiment, sur Excel, parce que dès qu'on fait l'exercice vraiment, qu'on sort ça de notre tête et qu'on pose les chiffres, ben, le résultat, vous allez voir, il sera différent. Voilà. Il sera différent parce que tout de suite, il y a des choses qui vont vous arriver, que vous n'avez pas prévues. Voilà, donc il faut prévoir tout ça dans votre fichier Excel. Et en plus, c'est bien de le faire dès le départ parce que ça vous permet toujours d'y revenir et de voir pourquoi à un moment vous avez peut-être merdé ou pas. Si vous avez merdé, ça permet de rattraper le tir. Voyez, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en contrôle de gestion, d'accord, pour les entreprises. Exactement. Voilà, c'est qu'on fixe un budget et si à un moment on s'éloignait, on sait pourquoi. Enfin, on va rechercher pourquoi on s'éloignait et pourquoi effectivement le résultat à la fin n'est pas celui qu'on avait déterminé au départ. Et ça permet de rectifier le tir. Donc c'est pour ça que c'est important de poser des passes dès le départ en fait. Se dire je comprends pas en fait là j'avais prévu 10 000 euros de bénéfices et finalement je me retrouve à moins 10 000 euros. Bah ouais mais en fait est-ce qu'on avait posé tous les chiffres? Est-ce qu'on avait prévu cette ligne-là? Est-ce qu'on avait prévu que sur ces travaux-là, le prix des matériaux peuvent augmenter et on n'a pas prévu la marge de 10%, 20%? Voilà, c'est tout ça en fait. Tout ça, tout simplement. Donc posez bien les chiffres. En fonction de vos différentes activités, forcément, il y a des taxes différentes. Quand vous êtes effectivement en nu, en statut nu, voilà, régime foncier, ce ne sera pas les mêmes taxations que vous avez en plus en LMNP. LMT, il y a la CFE en plus. Voilà, il y a sur les marchands de biens, il faut faire attention sur la TVA. TVA effectivement sur marge, TVA sur coût total. Ne vous plantez pas sur les travaux que vous avez faits parce que ça détermine effectivement si vous avez refait intégralement le bien ou pas. Et donc ça détermine le régime de TVA. Et souvent, les gens qui ne sont pas suivis là-dessus se retrouvent plus tard avec un redressement fiscal où ils ont calculé une TVA sur marge, donc juste sur la valeur qu'ils ont créée, on va dire, d'accord, alors que c'était sur la totalité parce qu'ils ont refait tous les travaux. Et du coup, quand le fisc arrive quelques années après, ça fait mal. Pour vous demander la différence, on parle quand même de 20% de TVA, 20% du montant total, vous imaginez, par rapport à une marge, l'argent, vous l'avez déjà dépensé généralement pour réinvestir dans un projet. Donc ça coûte très très cher. Donc poser les chiffres, vraiment, c'est très très important, c'est le plus important. Et ayez cette vision, effectivement. Mais la vision pour savoir où vous allez et comment vous le faites. Et j'ai juste une question, par exemple, si l'État a combien d'années pour revenir s'il y a quelque chose qui n'est pas correct? C'est 3 ans, non? Ouais, c'est 3 ans. Ouais, c'est 3 Oui, ans, tout à ça, fait. Par contre, effectivement, c'est 3 ans, mais ils peuvent revenir là-dessus quand ils constatent que la troisième année, par exemple, il y a quelque chose qui peuvent leur permettre de remonter avant. Voyez? D'accord. Voilà. Par exemple, ils remontent à 3 ans, mais sur la troisième année, en fait, d'avant, il y a un truc qui était louche, comme ça, donc ils peuvent remonter encore les années d'avant. Voyez? Voilà. Ils peuvent déterrer ce qu'il y avait avant. Donc, voilà. À vos risques et périls. Ça, c'est sûr. Et donc, une dernière des questions. Une idée reçue sur la fiscalité que tu aimerais définitivement déconstruire? En fait, Alors, une chose qui est simple, c'est je sais que beaucoup de gens en ont peur. Très peur. Alors qu'en fait, il faut juste la maîtriser. La maîtriser, bien sûr que personne ne peut la maîtriser à 100%. D'accord? Il y a tellement de problématiques. Mais c'est au moins réduire le risque. Plus vous saurez et plus vous réduirez le risque, tout simplement. Donc, il ne faut pas se dire que c'est quelque chose où on subit. Moi, ce que je veux pas, que c'est les gens subissent, en fait. Voilà. C'est que la fiscalité, effectivement, on ne s'y intéressait pas trop au départ. Et on la subissait. C'est-à-dire qu'on privilégiait d'autres choses. Et on se disait, oh là là, à la fin de l'année, j'ai fait tant, j'ai pas anticipé, je subis. Les investisseurs immobiliers, oh là là, finalement, je me retrouve tant à payer, je subis. Non. En fait, il y a des choses qui peuvent être connues dès le départ, en fait.
Et on en revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, le tableau en fait où on pose les chiffres et on sait exactement où on va, ou plus ou moins où on va, d'accord? Mais au moins ça donne une ligne directrice et ça permet de couvrir les imprévus. Quand vous voulez par exemple valider un produit, un marché, un bien immobilier, vous allez calculer s'il est rentable. Donc vous allez mettre des scénarios, des différents scénarios et des charges possibles ou potentielles ou estimées pour être sûr que le projet soit bien rentable et qu'il couvre au moins vos charges. Donc voilà, moi ce que je veux pas effectivement, c'est qu'on se dise qu'on subit la fiscalité. On peut la piloter, on peut l'anticiper, on pilote notre rentabilité. Comment on pilote notre rentabilité? C'est en sachant exactement si je génère tant, combien ça me coûte tant. C'est ça la piloter. C'est de se dire, voilà, si je dépasse un seuil, voilà ce qui va me coûter. Voilà. On en parlait tout à l'heure. Bon, par exemple, si on rejoint le régime LMNP, ou le remblement non professionnel, quand on fait par exemple la location courte durée, dès qu'on dépasse 23 000 euros, qu'on soit professionnel ou non professionnel, ça n'a rien à voir. Là, on est sur un seuil de chiffre d'affaires en location courte durée. Dès qu'on dépasse 23 000, on a des cotisations URSSAF. Voilà, tout simplement. Donc, est-ce que dans certains cas, est-ce que ça vaut le coup de se dire j'arrête avant les 23 000 parce que ça me génère tant de cotisations URSSAF? Si c'est pour gagner à la fin, si c'est pour faire, admettons que vous êtes en fin d'année, voilà, vous êtes au mois de décembre, au lieu de faire 23 000, vous faites 23 200. Bim, dommage, hein. Vous êtes dans l'URSSAF. Donc cette année-là, vous avez un abattement, mais l'année après, vous êtes à l'URSSAF à 100%. D'accord? Donc 23 200, est-ce que ça vaut le coup pour 200 euros de plus d'aller payer de l'URSSAF plutôt que de s'arrêter plutôt à 22 900 alors qu'on est déjà en fin d'année? Voilà. C'est ça en fait, piloter sa rentabilité. C'est pas la subir en fait. C'est pas se dire oh là là, j'ai pas vu que j'avais dépassé 200 euros. Finalement, je me retrouve à payer, j'ai n'importe quoi, 22% d'URSSAF. Vous voyez? Et au final, on se retrouve à avoir moins que si on avait bien piloté dès le départ notre résultat et les impacts de notre résultat. C'est ça surtout qui est important. Voilà. Après, ouais, c'est surtout ça. C'est vraiment se dire voilà, quels sont les impacts de mes choix. Et si je maîtrise vraiment les différents régimes, c'est de se dire, voilà, peut-être que là, je vais dépasser tel ou tel seuil, peut-être qu'à ce moment-là, il vaut mieux que pour mes prochains investissements, j'investisse en société, tout simplement, pour éviter d'être fracassé au terme de l'impôt sur le revenu, des choses comme ça. Vous voyez? C'est ça, mettre en place une stratégie. C'est ça, maîtriser effectivement les régimes fiscaux, mais ne pas subir la fiscalité. C'est mettre en place une stratégie. Et la stratégie à définir effectivement avec, je pense, un professionnel. Donc merci Sonine pour vraiment toutes ces réponses j'espère que vous avez appris des choses. En tout cas, moi-même, j'ai beaucoup appris. Et donc, c'était vraiment agréable de te recevoir sur le plateau. J'aimerais juste pour terminer... Merci. J'aimerais juste pour terminer que tu puisses présenter ton activité globalement. Bien évidemment, toutes les informations seront dans la barre de description, sa page Instagram, ses contacts, ses coordonnées, mais j'aimerais juste que tu puisses présenter qu'est-ce que tu fais, où on peut te trouver. Et j'avais aussi une question dans la question, c'est souvent ça, parce que souvent beaucoup de personnes pensent que faire appel à un expert comptable, c'est que pour les pros, mais en tant que particulier aussi, on peut se faire accompagner. Bien sûr, complètement. On accompagne les deux, tout à fait, parce qu'effectivement, avant d'être pro, vous êtes aussi particulier. Quand vous avez une idée d'entreprise et que vous voulez développer votre entreprise, quand vous voulez bien structurer votre activité, comment le faire, il vaut mieux se faire accompagner dès le départ. J'ai encore eu le cas avant-hier de quelqu'un qui justement voulait développer une entreprise et m'a demandé du coup si l'activité était porteuse ou pas. Donc ça, ça c'est juste mon regard d'entrepreneur et de l'actualité que je peux connaître et du retour d'expérience que j'ai aussi par rapport à d'autres clients ou des choses comme ça. Mais voilà, c'est intéressant d'échanger comme ça avec des professionnels pour avoir leur vision de l'économie. On travaille beaucoup, nous, avec les impôts, on travaille beaucoup avec... on est beaucoup dans des conférences, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on a une connaissance quand même intéressante, je pense, du marché des entreprises, du marché de l'économie, de l'actualité. Donc ça peut être intéressant, effectivement, d'échanger avec des professionnels quand vous voulez vous lancer et savoir qu'est-ce qui est le plus adapté pour vous. On l'a vu tout à l'heure, notamment sur l'immobilier, mais aussi quand vous êtes entrepreneur. Et on accompagne donc à la fois, je présente aussi mon activité du coup. Donc moi, c'est le cabinet Jaden Expertise et Conseil, donc c'est mon cabinet d'expertise comptable. Vous l'aurez compris, on accompagne des investisseurs immobiliers, mais également et beaucoup de créateurs d'entreprises, des entrepreneurs, où là, effectivement, de la même façon, on va décortiquer
pourquoi ils veulent créer leur entreprise, sous quelle façon, comment ils vont se rémunérer. Et c'est ça qui est le plus important. Parce que quand j'ai des gens qui arrivent et qui me disent, voilà, je veux telle forme de société, ou je ne sais pas quelle forme de société je vais adopter, parce qu'effectivement, Internet ne va pas vous dire forcément ce qui est le plus adapté pour vous. On décortique ensemble. Et là, effectivement, je vous présente les avantages et les inconvénients de chacun des régimes, enfin, des structures juridiques, et ce qui est le plus adapté pour vous, et des impacts pour vous, pour votre famille, pour plein de choses. Donc c'est important effectivement de partir sur ces bonnes bases-là, et dès que c'est bon, après on rédige les statuts, on crée la société, et après on met en place la comptabilité, et vous êtes accompagné là-dessus. En fait, il y a plein de gens qui démarrent et qui n'ont pas... qui ont besoin de contacts, qui ont besoin de plein de choses, donc il y a aussi ça. C'est vrai que nous, enfin notre cabinet en tout cas est très implanté au niveau investissement immobilier, entrepreneuriat aussi, puisqu'on a pas mal de réseaux, on travaille beaucoup avec des personnes même très connues. Donc voilà, on a aussi cette légitimité-là. Donc on est en mesure de vous apporter des solutions. On est assez réactif, on travaille avec des outils qui sont digitalisés. Voilà, on est vraiment tout en digital, voilà, outils et tout, avec toujours cet accompagnement quand même. Et le conseil personnalisé, je pense que ouais, Noémie, tu pourras voilà, en témoigner. On accompagne vraiment sur un statut qui est privilégié pour vous, en fait, personnalisé pour votre activité, tout simplement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On fait le travail classique du coup des experts comptables, forcément, hein, les bilans, mais il y a aussi cet accompagnement. Voilà, tout ça pour effectivement vous aider à avancer. Déjà, vous enlever toute cette charge mentale et cette crainte. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont stressés par les impôts. Voilà, il n'y a pas de quoi stresser, en fait. Quand on a bien compris ce qu'il faut faire, ce qu'il faut maîtriser, il n'y a pas de quoi stresser. Voilà. Les impôts, ils sont pas... Il y a des règles, il faut les respecter, c'est indéniable, il faut les respecter. Une fois qu'on les respecte, il n'y a pas de quoi stresser, tout simplement. Donc c'est aussi ça. Voilà. Et puis on accompagne effectivement sur des montages aussi. Vous pouvez commencer avec une entreprise, une deuxième, une troisième, avoir de la trésorerie et ensuite vouloir investir dans l'immobilier. Donc notre avantage, c'est que nous, on est vraiment sur ce côté patrimonial. C'est-à-dire que moi, je considère l'entreprise, même le patrimoine, il se fait via l'immobilier et l'entrepreneuriat. On a des gens qui créent une entreprise sans avoir cette vision long terme. De se dire, moi je crée de la valeur, je crée quelque chose qui peut être revendu. Moi, j'en dis, créez une marque, créez quelque chose d'unique et revendez votre concept après. Voyez? Pourquoi? Parce que ça fait du patrimoine, en fait. C'est pas juste quelque chose que vous avez fait comme ça. C'est pas juste une société que vous avez créée. C'est une entreprise que vous avez créée. C'est un produit que vous avez créé. C'est un concept que vous avez créé. Avec votre branding, avec votre personal branding, avec votre touche personnelle. C'est du temps que vous investissez. C'est de l'argent que vous investissez. C'est le temps en famille que vous avez sur lequel vous avez effectivement sacrifié. Donc ça, c'est valorisé. Et vous pouvez parfois, souvent, revendre un concept que vous avez développé. Et ça, très peu de gens y pensent en fait. Donc nous, l'idée, c'est aussi de valoriser votre entreprise, de se dire, voyez ce que vous avez développé, il est revendable sur un marché. Il y a des gens qui peuvent l'acheter. Exactement, en fait. Le rachat d'entreprise. Exactement. Il faut juste mettre les bonnes bases, une bonne structuration, déléguer, automatiser, transférer la connaissance, le savoir-faire et revendre tout ça pour que quelqu'un puisse acheter sans que vous soyez présent. Donc il y a tout ça en fait. Donc moi, je me suis beaucoup formée aussi à tout ce qui est entrepreneuriat, des formations sur l'entrepreneuriat pour développer. Donc j'ai aussi cette vision-là que j'apporte à mes clients. C'est pas juste je fais un bilan, c'est votre bien, enfin votre entreprise, on la valorise en fait. Et quand vous la valorisez, ça fait du patrimoine. Et ce patrimoine-là, si vous avez du chiffre à faire, si vous avez de la trésorerie, vous pouvez investir dans l'immobilier. Donc on va structurer comment effectivement vous allez pouvoir investir via votre entreprise. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça. Donc on crée quelque chose d'homogène pour développer votre patrimoine, qui peut être constitué de votre entreprise et du patrimoine immobilier que vous avez à côté. Voilà, donc on va structurer tout ça et vous pourrez après retransmettre, vendre, transmettre à vos enfants. Voilà, quelque chose de structuré, de solide, voilà, pour lequel effectivement ils auront moins à payer forcément, parce qu'on aura anticipé tout ça et on aura homogénéisé tout ça. On n'aura pas juste une société là, une à droite, une à gauche, pour lesquelles effectivement on aura chacune une fiscalité. Non, on va homogénéiser tout ça. Donc c'est ça aussi la vision à long terme. C'est-à-dire qu'est-ce que je veux faire, et si je veux construire du patrimoine, ok, c'est sur quoi que ça repose? Sur 2 piliers. Pour moi en tout cas, c'est sur l'entrepreneuriat, l'immobilier. Après il y en a d'autres effectivement sur la crypto, sur plein de choses. Comment on met tout ça en fait dans le panier? Comment on optimise tout ça? Voilà. Et ça, c'est des choses qu'on peut voir ensemble, tout simplement. Donc c'est pas juste un bilan.
Merci beaucoup Sonine pour vraiment cette belle fin d'émission. En tout cas, en ce qui me concerne, moi j'accompagne les élèves qui souhaitent faire de l'achat-revente. Donc vous aurez toutes les informations en barre de description. Et vous pouvez aussi me follow sur ma page Instagram, TikTok, acheter, rénover, revendre. Merci beaucoup et à bientôt. Bye Merci à vous, au revoir. bye. Bye.